Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous vous proposons de revenir sur le cheminement de RIS, la Retail Investment Strategy, ce texte porté au niveau européen par Mairead McGuinness, commissaire européenne aux services financiers. Un texte qui a pour objectif de faciliter l'accès des épargnants européens aux produits d'épargne, favoriser l'investissement en Europe, mais aussi agir pour la protection des investisseurs, tout en soutenant la croissance économique via des investissements dans l'économie réelle. Dans ce texte, un volet porté notamment sur la rémunération des conseils en investissement financier, et ce texte pourrait remettre en cause un modèle français tel qu'il existe aujourd'hui, avec des commissions versées à ceux qui prodiguent un conseil financier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Acedo. Bonjour Sébastien Acedo. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. Alors j'ai résumé grossièrement un petit peu les enjeux. On va rentrer dans le détail avec vous puisque vous suivez ce sujet de près. Dans la première version du texte Retail Investment Strategy, il était marqué noir sur blanc que la commissaire européenne Mairead McGuinness, donc commissaire européenne aux services financiers, voulait supprimer tout bonnement les commissions versées aux conseillers en gestion de patrimoine. Exactement, c'est ce qu'elle avait laissé entendre mi-mai, peu de temps avant la publication de cette fameuse RIS. Elle avait plutôt calmé un peu les inquiétudes de la profession en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je vous ai compris, je vous ai entendu, il n'y aura pas d'interdiction des commissions dans la version du texte que je présenterai à la Commission européenne. » Bien sûr. 10 jours plus tard, le texte arrive devant la Commission européenne et là, surprise ou demi-surprise, il n'y a effectivement pas de terme d'interdiction pure et simple des commissions, mais il y a une liste de critères et de conditions qui sont très difficiles à remplir, critères stricts et cumulatifs, qui font qu'à la fin, on est presque en face d'une quasi-interdiction des commissions, ce qui a suscité du coup des réactions plutôt hostile de la part des organisations professionnelles en France, et pas d'ailleurs qu'en France, dans d'autres pays. Ça veut dire, bon, je ne vous l'interdis pas, mais globalement, pour avoir accès à ce modèle que vous connaissez actuellement, il va falloir remplir, ça va être un vrai parcours du combattant. Est-ce qu'on a une idée un petit peu des conditions à remplir, et est-ce que c'est réaliste ou transposable dans le modèle français tel qu'il existe actuellement ? Alors, effectivement, déjà, il y a une lecture un peu politique. Je pense que la commissaire européenne, qui a quand même défendu pendant bec et ongles pendant des mois l'interdiction, elle ne pouvait pas forcément perdre un peu la face dans la dernière ligne droite. En plus, elle a, rappelons-le, un agenda politique personnel dans son pays qui est l'Irlande. Donc elle était plutôt déterminée à encadrer drastiquement les commissions. Alors, pour elle, un exemple de ce niveau d'interdiction, déjà, il faut rappeler que toutes les souscriptions de produits d'épargne qui se feront sans conseil, qu'on appelle d'exécution pure, eux sont frappés, quoi qu'il arrive, de l'interdiction des commissions. Donc, d'accord. Pas de débat, c'est inscrit noir sur blanc dans le texte. Donc il faut qu'il y ait un conseil pour qu'il y ait commission. Il faut qu'il y ait un conseil pour qu'il y ait critères. D'accord, oui. Ensuite, pour ceux, effectivement, où il y aurait une possibilité d'utiliser les commissions versus les honoraires par opposition. Donc, si on veut utiliser les commissions, il y a une liste de critères. Par exemple, on prend le cas des distributeurs qu'on appelle exclusifs, c'est-à-dire les agents généraux qui ne distribuent qu'un seul produit par définition, qui est celle de leur compagnie, leur mandante. Et bien là, on leur demande un critère de proposer une offre suffisamment large à leurs clients. Mais alors, le suffisamment large est soumis à interprétation parce que dès lors que je propose que le produit de ma compagnie. Bien sûr, parce que je suis affilié à la compagnie. Oui. Est-ce que je vais en voir proposer d'autres ? Là, il y a quand même un certain doute qui subsiste. Et puis, on a vu émerger aussi le concept de distributeur indépendant dans le texte, sans trop savoir ce qu'on met dedans dans cette catégorie. Est-ce qu'on y met les CGP, est-ce qu'on y met les courtiers, et est-ce qu'on y met les conseillers intermédiaires financiers ? Et dans ce cas-là, se pose aussi pour eux le risque d'avoir une interdiction pure et simple des commissions. Donc, mis tout bout à bout, on arrive quasi de fait à une interdiction. Et c'est là où, aujourd'hui... Une interdiction qui ne dit pas son nom, mais ça reste une interdiction. Ça veut dire que ça pourrait venir remettre en cause le modèle français actuel de rémunération du conseil en investissement financier par des commissions versées par ceux qui fournissent les produits financiers. Il faut rappeler que c'est le modèle dominant de rémunération aujourd'hui en France, en épargne. Bien sûr, il y en a d'autres, mais pas qu'en épargne, dans le produit, par exemple, d'assurance dommage, on le retrouve aussi. C'est aussi le modèle dans d'autres pays, chez nos autres voisins européens, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. C'est le modèle dominant. Le risque, et c'est l'argumentaire qu'a souvent développé la profession, c'est que si vous passez demain à l'honoraire, vous risquez de créer un conseil à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui pourront se payer le conseil
le rémunéreront en honoraires. Et ceux qui ne pourront pas échapperont à ce conseil, échapperont à une partie du marché de l'épargne, ce qui est l'effet inverse recherché par la réglementation, justement. Et c'est ce qu'on a observé d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni, où on est passé aux honoraires depuis quelques années maintenant, et c'est bien ce qu'on a observé entre une partie de la population qui a les moyens de se payer ce conseil, et puis ceux qui n'en ont pas et qui vont plutôt se tourner vers des plateformes de souscription en ligne sans conseil, avec les risques que ça peut supposer en termes de mauvais choix, mauvaise stratégie d'investissement. Mais c'est de perte de capital. Mais c'est un argument qui n'est pas entendu par la Commission européenne aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entendu? On revient à l'agenda politique de Mairead McGuinness on revient à son agenda, on revient à sa logique qui est de dire je suis convaincu que le Conseil va au contraire rémunérer sous forme d'honoraires, va au contraire diminuer le coût d'accès aux produits d'épargne, et que c'est bon finalement pour le consommateur. Oui, parce que c'est bon pour l'épargnant. Il faut rappeler effectivement que derrière le sujet commission, il y a le sujet niveau de frais des produits financiers auxquels souscrivent les épargnants. Et l'argument de Mairead McGuinness, c'est aussi de dire si on rajoute une commission, les frais sont plus élevés sur les produits que vous souscrivez. Alors effectivement, c'est un peu, je dirais, sa doxa, c'est un peu sa philosophie, dans la philosophie que la Commission européenne d'ailleurs est assez empreinte, c'est-à-dire que c'est ce concept de value for money. C'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'en face des rendements et de la performance que vous pouvez obtenir sur vos produits d'épargne, il faut s'assurer, et les fournisseurs, les distributeurs de produits doivent s'assurer qu'il y a le bon niveau de frais en face, qu'il n'est pas trop coûteux pour les assurer, pour les clients, et ça, il va falloir le démontrer. Ça fait partie justement des éléments qui figurent clairement noir sur blanc dans le texte de la RIS. Il y a un certain nombre de contreparties en termes de transparence, de gouvernance des produits, où les fournisseurs et les fabricants devront justifier des prix, des coûts, et élaborer un référentiel sur les coûts et les performances de chacun de leurs produits. Ce qui est quand même, en termes de contraintes, assez fastidieux à démontrer. Et ça devrait être le cas aussi pour tout lancement de nouveaux produits. Il va falloir justifier qu'elle passe bien au tamis de la value for money, que le rapport qualité-prix est cohérent si vous voulez qu'il soit proposé sur le marché aux consommateurs. Mais ça veut dire que ça peut remettre en cause le modèle de ceux qui prodiguent des conseils en investissement, mais de manière plus générale, de toute la chaîne de valeur en France ou dans tous les pays où le modèle est dominant. Alors exactement, c'est pour ça d'ailleurs que ce risque aujourd'hui agite une vingtaine d'organisations professionnelles en France qui vont du MEDEF à France Assure, en passant par la FBF ou Planète CSCA, AGA, la compagnie des CGP. On a un front uni, soutenu aussi par les pouvoirs publics, qui alerte sur le risque de fragiliser, de déstabiliser totalement l'industrie financière, du fabricant jusqu'au distributeur final. En plus, on pourrait même dire qu'il y a un risque social, puisque si demain on bascule de la commission à l'honoraire, on réduit une partie de la clientèle qui peut se le payer et y avoir accès. Bien sûr. Ça peut avoir des répercussions très lourdes sur le modèle de distribution. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, au-delà du front professionnel uni, on a aussi un front de certaines grandes économies de l'Union européenne, France, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, pour dire nous, l'interdiction des commissions, on n'en veut pas. Et il y a une source d'inquiétude supplémentaire, il faut le rappeler, c'est que dans ce texte-là, il est clairement mentionné une clause de revoyure dans 3 ans. D'accord. Et cette clause-là aussi, elle crispe un peu et elle inquiète. Pourquoi ? Parce qu'on a la tentation, et les professionnels ont la tentation de penser qu'aujourd'hui, on autoriserait sous des conditions très strictes les commissions, mais c'est reculé pour mieux sauter, parce que dans 3 ans, avec cette clause de revoyure, la Commission européenne, le pari qui est fait, c'est que la Commission européenne n'hésitera pas, ne tremblera pas et décidera purement et simplement d'interdire toutes les commissions. Donc cette clause de revoyure, elle est aussi une source importante d'inquiétude. Une sorte d'inquiétude sur le fait que d'épée de Damoclès et donc d'instabilité réglementaire en plus de voir un modèle potentiellement remis en cause. La Retail Investment Strategy a été adoptée le 24 mai dernier dans la forme que vous décrivez actuellement par la Commission européenne. Pour autant, la vie du texte n'est pas finie. On rentre maintenant dans une phase de consultation. Alors exactement, c'est la phase des réunions techniques, souvent discrètes, du lobbying aussi d'une certaine façon des différentes organisations. Alors, il faut rappeler, la RIS, c'est un texte qui va servir de base à la révision de 2 autres textes fondateurs de la réglementation européenne, DDA et MIF2. Donc, c'est un référentiel commun qui va servir pour alimenter ces 2 textes. Là, on va rentrer dans une phase effectivement de réunion qui devrait durer à peu près 9 mois
plus, disent certains observateurs. Et si vous faites vos calculs, si on rajoute 9 mois, voire un peu plus, ça nous amène au-delà de la mandature actuelle au niveau des institutions européennes, puisque, souvenez-vous, l'an prochain, il y a une élection du Parlement européen. Donc on va renouveler les sièges. Donc il y a fort à parier le Parlement européen n'aura pas le temps d'examiner, dans sa version actuelle, la RIS. Ce travail sera laissé à la prochaine équipe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le modèle français, le fait que ce soit reporté de 2 ans? Non, l'épée de Damoclès est toujours là. Non, l'épée de Damoclès est toujours là, mais le temps est précieux dans ce cas-là. D'ailleurs, Florence Sussman, la présidente de France Assure, le rappelait il y a encore quelques jours. Il y a une nouvelle bataille qui commence depuis la publication de la RIS. Et donc, il va falloir ferrailler, pour reprendre ces termes, pour aller atténuer la portée de certaines dispositions. C'est toute la latitude qu'offre la période qui s'ouvre devant nous, et pour les 9 prochains mois. Donc c'est pour ça que ils ont raison de crier, même s'ils n'ont pas encore totalement mal, mais c'est la période cruciale pour essayer d'atténuer certaines dispositions. Et puis attention, le Parlement européen va pouvoir aussi peut-être adoucir, encore une fois, grâce au lobbying derrière et au soutien de certains eurodéputés, pourront peut-être adoucir certaines dispositions. Donc la route est encore longue, mais les professionnels quand même veillent au grain et se disent qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est dès maintenant qu'il faut veiller à limiter et voire neutraliser le risque de perturbation réelle qui existe aujourd'hui sur le modèle français. Faut-il craindre ou espérer, selon son point de vue d'ailleurs, par effet ricochet, un durcissement de la réglementation sur les frais ou sur la transparence en France pour limiter peut-être l'impact de la RIS? Alors disons que ce sont 2 travaux qui se mènent en parallèle, celui de la RIS et puis, vous avez raison de le rappeler, la France qui est moteur depuis quelques mois avec la profession pour essayer d'améliorer le volet transparence des rémunérations, des frais. Il a déjà commencé. Il y a un projet, par exemple, de recommandation de la CPR qui est en cours de finalisation et qui devrait encadrer plus drastiquement les pratiques de rémunération aujourd'hui dans le modèle de distribution français. Et puis, par exemple, sur les frais en assurance vie, sur les frais des unités de compte, à l'appel aussi de la CPR, la profession France Assureur a travaillé sur une méthodologie en lien avec ses adhérents. Une méthodologie qui devrait porter ses fruits, puisqu'elle devrait permettre à chaque acteur de mesurer, mieux évaluer les frais associés à chacun de ses produits et, le cas échéant, corriger ses propres stratégies commerciales et se dire peut-être que là, mon UC, coûte trop cher, soit je revois le modèle de tarification, soit je la cesse et j'en commercialise une autre. Donc il y a quand même un constat global des pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, qu'il y a peut-être encore des efforts à faire au niveau de la transparence. Alors il y a des efforts à faire sur la transparence, ça fait partie de ces fameuses contreparties que les pouvoirs publics, que les professionnels sont prêts à mettre sur la table pour éviter quoi, in fine, éviter l'interdiction des commissions. Bien sûr. C'est pour ça que si on avance, et si la France avance dans le bon sens sur la transparence, ce sont autant de gages qu'avec ses partenaires européens, elle peut apporter sur la scène à Bruxelles pour faire en sorte d'adoucir aujourd'hui la rédaction, je dirais, très sévère de la Retail Investment Strategy. Si je comprends bien, il y a 9 mois 9 mois minimum de discussion, de réflexion, d'échange à suivre. Ça veut dire que pour en savoir un petit peu plus sur l'évolution que ça peut prendre, sur effectivement quelque chose qui pourrait devenir un game changer pour le modèle français et le modèle dans d'autres pays européens, il faut se donner rendez-vous quoi, dans 9 mois minimum, ou on continue à suivre ça, ou au contraire on laisse le temps faire son cours? Non, je pense que d'ici dans 9-10 mois, on commencera un peu à voir la direction que pourra prendre le texte. Après, on ne va pas rentrer dans une nouvelle séquence politique. Et il faudra voir quelles seront les priorités de la nouvelle Commission européenne. Et est-ce que, oui ou non, la RIS sera inscrite à l'ordre du jour du Parlement européen? Ça fera le voir ensuite. Donc c'est encore un peu prématuré de savoir quel sera le point final. En revanche, on aura une idée de l'évolution de l'action, ou de l'efficacité de l'action des uns et des autres pour essayer de faire fléchir une partie du contenu du texte. Après, est-ce que les politiques et l'exécutif européen et le Parlement européen s'en saisiront? Ça, c'est une autre séquence politique qui va se jouer
à partir de juin-juillet 2024. Merci beaucoup Sébastien Acedo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter pour nous le cheminement, les questionnements autour de la Retail Investment Strategy. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.